Alors je fais le lien avec les Gilets jaunes. Depuis une quinzaine d'années maintenant, je fais des ateliers constituants un peu partout dans le pays, dans les pays francophones, pour tester cette idée que c'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir, c'est à nous d'écrire les règles du pouvoir, c'est aux représentés d'écrire les règles de la représentation. Il ne faut surtout pas que ce soit les représentants qui écrivent les règles de la représentation. Et dans les ateliers, ça marche très bien, les gens comprennent très vite, ils se régalent, c'est un plaisir, c'est un bonheur. Les ateliers constituants, c'est une façon de faire la politique qui est délicieuse. Mais ça se répand pas vite. Et ces dernières années, je ne suis pas le seul, je peux vous dire, il y a plein de militants qui se disaient ça. On se disait, non, mais ils ne vont jamais se réveiller, les citoyens, les électeurs. On est en train de leur détruire le droit du travail. On a déjà désindexé leur salaire. Désindexé, ça veut dire que il n'y a plus d'ajustement automatique des salaires sur l'inflation. L'inflation, c'est la hausse des prix. Les prix montent. Quand les prix montent, c'est comme si votre salaire baissait. Quand les prix montent, si votre salaire reste identique, vous pouvez moins acheter. Donc votre pouvoir d'achat baisse avec l'inflation. Pendant 30 ans, après la guerre, je suis dans les années 70, 80 même, jusqu'en 83, les salaires étaient indexés sur l'inflation. Ça veut dire que s'il y avait une inflation de 3%, votre salaire augmentait automatiquement, obligatoirement, de 3%. Les salaires et tous les contrats, hein, les loyers, tous les contrats. Et ça, c'était extrêmement protecteur, ça, pour l'intérêt général, pour les citoyens. Et un jour, les socialistes, entre guillemets, ont supprimé l'indexation des salaires sur les prix, ce qui veut dire qu'à partir de là, les salaires ont commencé à baisser. Les salaires réels ont commencé à baisser. C'est un crime, ce truc-là. Les citoyens ne sont pas sortis dans la rue pour protester. Et puis là, récemment, nos élus, ceux qui sont responsables, compétents, viennent de désindexer les retraites. Désindexer les retraites. Alors moi, sur les ronds-points, je vois des dames qui ont des retraites de 650, 700, 800 euros. Elles vivent avec 800 euros par mois. Et leurs salaires, leurs retraites sont désindexées par des gens qui gagnent 15 000 euros par mois, des gens qui vivent dans un luxe inouï et qui ont décidé que les retraites, ça avait assez duré. Alors on va les désindexer, comme ça petit à petit, ça va réduire comme peau de chagrin, bientôt ils ne gagneront plus rien. Je trouve ça criminel et les gens ne sont pas sortis pourtant dans la rue. Si vous voulez, pour les militants, c'est un crève-cœur. On se dit, mais ils ne vont jamais sortir, bon sang. On leur a détruit le droit du travail, sous Hollande, en inversant la hiérarchie des normes. On est en train de leur détruire la sécurité sociale, rien que ça, la sécurité sociale, bon sang, bonsoir. J'ai entendu Bruno Le Maire qui disait, on va supprimer toutes les cotisations, petit à petit. Les cotisations, mais les cotisations, tout le système hospitalier ne vit que par la cotisation. Si on baisse les cotisations, on affame financièrement l'hôpital. Mais qui sont ces gredins? Et qui sont ces voleurs, ces bandits? Pourquoi ils font ça? Mais parce qu'ils veulent en faire des centres de profit. Ils veulent que l'hôpital devienne un centre de profit. C'est des dingues. Ils pensent comme des comptables. Ils pensent qu'à l'argent. Et pourtant, les gens ne sortent pas de chez eux. On détruit la Sécu et nous restons à regarder la télévision. C'était à pleurer. Et puis, le jour se lève et les gilets jaunes apparaissent. Par milliers, partout. De gauche, de droite, et faisant très attention à ce qu'il n'y ait pas de drapeau. Aucun drapeau de gauche, de droite. Oh, ils savent bien qu'il y a des gens de gauche et de droite. Mais c'est pas qu'ils s'en foutent, c'est qu'ils tiennent absolument à ce que les drapeaux ne soient pas hissés. Ils ont très bien repéré que ces clivages politiciens nous coupent en deux, nous coupent en trois, quatre, en cinq, ils coupés en deux, on ne gagnera jamais. Alors, ils disent,
Pas de drapeau. Ok, t'as ton drapeau. Tu viens de nous parler d'un tel, ok, ça t'a échappé, mais arrête. Ils chassent pas les gens qui sont d'un parti ou d'un autre. Ils les gardent avec eux. Il dit juste, rends ton drapeau. Ceci est décisif. Il y a une phrase un slogan en espagnol, j'ai oublié le terme exact, mais qui dit en gros, le peuple uni ne peut pas perdre. Ça se dit en espagnol, c'est plus beau en espagnol, mais c'est pas mal déjà comme ça en français. Mais uni, il faut tenir bon, quoi, hein, parce que nous autres humains, on demande qu'à se disputer quand même. Hein. On a plein de raisons de se disputer. Hein. Je dis pas que la gauche et la droite c'est pareil, par exemple. Bah, pas du tout. C'est très différent. Enfin, la gauche et la droite au Parlement, ça c'est des fausses étiquettes. Ils ont tous des politiques de droite. Mais en tout cas, je sais pas, le PS, des choses comme ça, c'est des gens de partis de droite. Mais la gauche au sens vrai du terme, et la droite au sens vrai du terme, c'est pas pareil du tout. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que ce sont des disputes législatives. Ce sont des disputes quant aux lois que nous voudrions prendre. Il y a des lois de droite et des lois de gauche. Des lois. On va se disputer sur les lois. D'accord. Mais donc toutes nos conversations, par habitude, puisque c'est ça qu'on voit à la télévision, toutes nos conversations sont sur des sujets législatifs. Et nous discutons, nous nous empaillons, savoir il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, non, il faudrait faire ça. Et nous discutons dans un carcan d'impuissance totale, puisque c'est pas nous qui décidons. C'est pas nous qui décidons, c'est les élus. Donc on discute pas, on discutaille. On discutaille pour rien. De toute façon, c'est pas nous qui décidons. Et ce qu'essayent de faire les Gilets jaunes, c'est de plus disputer pour un temps. Le temps de faire gagner un combat commun. Et il me semble qu'au début, ils ne se rendaient pas compte de ce combat commun. Je me trompe peut-être. Peut-être qu'ils le savaient, je ne sais pas. C'est dans leur tête, je ne sais pas. Et moi, en tout cas, quand j'ai vu les débuts du mouvement, je ne me suis pas rendu compte de ça. Je les ai vus sortir pour quelques centimes pour le prix du pétrole. Et je me disais, purée quand même, on est en train de leur détruire la Sécu, ils ne sortent pas. On vient de leur détruire le droit du travail, ils ne sortent pas. On leur désindexe tous leurs revenus, on les ruine, on les pille, on les vole. Et ils sortent pour de l'essence. J'avais l'impression que c'était dérisoire. Donc j'ai pas compris. J'ai pas compris ce qu'il y avait d'important. Mais au bout d'une semaine, ils ont formulé des doléances. Et on a commencé à avoir des images de ces gens qui se retrouvaient sur des ronds-points, qui étaient sortis de chez eux, qui étaient très pauvres pour la plupart d'entre eux, et qui refaisaient société, qui se retrouvaient, qui s'apercevaient, et ils le disent comme ça, avec ces mots-là, ils disaient j'avais honte d'être pauvre, j'étais tout seul chez moi, et je sors et sur le rond-point, je trouve plein d'autres gens comme moi. Et la honte se transforme en colère, je m'aperçois que je ne suis pas si faible que ça, nous sommes nombreux, et avec cette idée géniale du gilet jaune, ça se voit. Et commence à se demander qu'est-ce qu'il faut faire. Donc ils ont une réflexion législative, quelles sont les lois qu'il nous faut. Et nous sommes habitués à réfléchir en termes législatifs et à réfléchir en électeurs. C'est pas nous qui décidons, c'est les élus. Et donc, ils ont commencé à dresser une liste. On veut plus de salaire, on veut moins d'impôts, on veut plus de SDF. Elle est magnifique leur liste. Hein. La liste des 40 points des Gilets jaunes, elle est remarquable, elle est puissante, elle est bien formulée. Mais la plupart de ces lignes, presque toutes, vous savez, une est différente, mais presque toutes, elles sont législatives. C'est-à-dire qu'elles consistent, de la part des Gilets jaunes, comme le feraient les autres citoyens, à se tourner vers leur maître en disant « S'il vous plaît, soyez moins cruels, donnez-nous un peu plus de salaire, un peu moins d'impôts. » C'est ça notre sort d'électeur. Nous ne pouvons, à cause de cette prison, nous ne pouvons décider de rien. Nous pouvons simplement
réclamer de nos maîtres qu'ils soient un peu moins cruels. Et donc ils font ça, ils font une liste de doléances. Remarquable. Mais infantile, puisque nous sommes des enfants politiques. Qu'ils le sachent ou non, consciemment ou pas, je ne sais pas si c'était conscient, mais dans leur liste est apparu comme une étoile dans le ciel, comme un soleil, une pépite d'or, une perle, un truc très différent qui s'appelle le référendum d'initiative citoyenne. Pourquoi c'est différent ce truc-là? Pourquoi c'est une perle? Parce que le référendum d'initiative citoyenne, c'est pas une loi à prendre. C'est pas du tout législatif. Le référendum d'initiative citoyenne, c'est constituant. C'est la façon d'écrire les lois. C'est pas seulement une façon d'écrire les lois, c'est une façon pour le peuple de décider des sujets qui lui semblent essentiels et d'opiner, de donner son opinion, de voter, de décider, d'exercer la souveraineté. C'est extrêmement, mais c'est plus que différent, vous comprenez, c'est totalement autre chose que la liste des revendications. Si nous avions le référendum d'initiative populaire, un vrai, nous aurions le moyen, enfin, que personne sur Terre n'a, les référendums d'initiative qui existent sont des mini-référendums d'initiative citoyenne. Ce dont il est question aujourd'hui, c'est une révolution sur Terre, c'est un truc très nouveau, beaucoup plus puissant que ceux qui existent. Mais si nous avions le référendum d'initiative populaire, un vrai, c'est-à-dire écrit par nous-mêmes, mais nous aurions le moyen d'accéder librement, sans demander à un maître cruel. Nous aurions le moyen d'accéder par nous-mêmes à chacune des 40 revendications, qui ne seraient plus des revendications, qui seraient un programme politique que nous menons parce que nous sommes souverains. Et plus encore, c'est-à-dire que les 40 points, c'est 40 points, mais si vous réfléchissez, vous allez en trouver 40 autres, très importants. Et qui vous seront également accessibles, qui nous seront également accessibles, parce que nous avons récupéré et l'initiative et la puissance d'opiner, la souveraineté. Alors, entraînés par cette habitude, les Gilets jaunes ont commencé par demander le RIC, puisque nous ne sommes bons qu'à demander, puisque nous ne sommes pas des citoyens, nous sommes des électeurs. Et donc ils ont mis dans la liste de leurs demandes, ils ont mis le RIC. Alors ça veut dire, maître élu, est-ce que vous voudriez bien nous donner le RIC? Les mêmes qui nous ont enfermés dans cette prison politique, qui nous ont tenus à l'écart en tout point de la puissance politique. Vous imaginez qu'un jour, peut-être, ils vont nous donner le référendum d'initiative citoyenne, qui est une bombe atomique dans le système de domination parlementaire. C'est la fin de la domination parlementaire, le référendum d'initiative populaire. Le vrai. On va en parler du détail. Mais, si vous voulez, ce dont s'aperçoivent les Gilets jaunes progressivement, mais ça va à toute vitesse. Ça va à toute vitesse. C'est que le référendum d'initiative populaire, c'est pas législatif, c'est constituant, c'est essentiel. Et comme ça nous donnera tout le reste, c'est beaucoup plus malin, plutôt que de le perdre dans une liste de revendications, parmi lesquelles le gouvernement va faire semblant de ne pas le voir et va nous donner 2-3 miettes pour se débarrasser de nous, nous renvoyer chez nous. C'est beaucoup plus malin de dire, mais non, c'est juste ça qu'on veut. On veut ça, le référendum d'initiative populaire, parce que ça va nous permettre de rétablir la justice sociale. Ça va nous permettre de lutter enfin efficacement contre la fraude fiscale. Ça va permettre de faire payer les riches comme Carlos Ghosn. Carlos Ghosn, dont on apprend qu'il gagne 16 millions par an, c'est-à-dire plus d'1 million d'euros par mois, et qui ne paye même pas d'impôts. Vous savez, à Athènes, il y a 2500 ans, une des démocraties que je ne prends pas pour un modèle. N'écoutez pas ce que disent les gens qui disent du mal de moi. Écoutez-moi, c'est plus fiable. Je ne prends pas du tout la démocratie athénienne comme modèle. Je sais bien qu'il y avait des esclaves, je sais bien que les femmes étaient à l'écart, je sais bien que les étrangers étaient maltraités. Je sais ça, c'est pas ça qui m'intéresse, évidemment, dans la démocratie athénienne. Mais à Athènes, dans le corps des citoyens de l'époque,
il y avait des riches et des pauvres. Et il n'y a que les riches qui payaient les impôts. Dans une démocratie, il n'y a que les riches qui payent les impôts. Et ce n'est pas les riches qui exercent le pouvoir, puisque dans une démocratie, c'est un homme, une voix pour voter les lois. Et donc, comme les pauvres sont plus nombreux, les 99% c'est les plus nombreux, un homme, une voix pour voter les lois, bah, c'est eux qui votaient les lois. Et ils dépouillaient pas les riches, hein, ils leur faisaient juste payer les impôts. Mais les riches restaient riches, hein, ils vivaient plus confortablement que les pauvres. Hein. Simplement, les plus riches politiquement n'étaient pas les plus riches économiquement. C'était désynchronisé par le tirage au sort. J'aurais pas le temps de développer le tirage au sort, mais j'en ai parlé plein de fois, vous trouvez ça sur Internet, ça vaut le coup. Ne rejetez pas le tirage au sort trop vite, c'est une idée géniale. Il n'y a pas de procédure plus démocratique que le tirage au sort. Et tout ce dont vous avez peur a une réfutation. Voilà. Vous avez peur, c'est normal. Il y a plein de points sur lesquels on peut dire, moi quand même, le tirage au sort, mais vous allez voir, si vous réfléchissez, il y a une solution à chacun des problèmes. Donc ne repoussez pas ce truc-là trop vite. Il faut que je fasse attention aux parenthèses que j'ouvre, parce que j'ouvre trop de parenthèses et avec mon vieux cerveau, j'arrive plus à retrouver où j'étais parti. Pardon. Donc, à Athènes, tous les riches payaient les impôts, c'était même les seuls à payer les impôts. En gouvernement représentatif, c'est-à-dire notre régime actuel depuis 200 ans, où nous élisons les législateurs, où nous ne sommes pas, nous, législateurs, c'est-à-dire que c'est une anti-démocratie, nous ne sommes pas en démocratie, évidemment, et le système actuel a été pensé comme une non-démocratie, hein, il faut relire Sieyès, en France, Madison aux États-Unis, dans notre système, les citoyens, enfin les électeurs ne votent pas les lois et ce sont les électeurs qui payent les impôts et les riches n'en payent pas. Pendant 200 ans à Athènes, le tirage au sort a donné le pouvoir aux pauvres, aux 99%. Et pendant 200 ans, partout sur Terre, depuis 1789, depuis la fin du XVIIIe, l'élection donne le pouvoir aux riches. Toujours, partout. Et pourtant, nous autres, les 99%, nous adorons, nous vénérons l'élection comme une vache sacrée, comme si c'était l'alpha et l'oméga de notre liberté, alors que c'est l'outil même de notre dépossession politique. Mais c'est très important de remettre les mots importants à l'endroit. C'est impossible de penser à l'envers avec des mots à l'endroit. De penser à l'endroit avec des mots à l'envers. Impossible. Il faut remettre les mots à l'endroit. Alors, ce référendum d'initiative populaire, je reviens à mes moutons. C'est gentil ça. Merci. Ça c'est sympa. Ce référendum d'initiative populaire, il nous rend à la fois l'initiative et le vote. C'est-à-dire les deux... Il faut que je ferme sinon je vais me foutre partout. C'est-à-dire les deux termes essentiels de la souveraineté. C'est-à-dire de la puissance dont nous avons besoin pour résister aux injustices sociales. Aujourd'hui, les injustices sociales durent et durent encore parce que nous n'avons pas la puissance politique d'y mettre un terme à ces injustices. Nous n'avons pas la puissance politique de résister aux saloperies que nous font nos élus. Il y a un élu, peut-être qu'il me contredira. Je parle longtemps sans lui laisser la parole, mais c'est bien d'en avoir un. Ah, il est parti. Mais j'aspire à avoir un débat avec des défenseurs du gouvernement représentatif. Parce que la critique que j'en fais, c'est une critique de fond, très argumentée, et je sais que peut-être je me trompe. Très probablement, je me trompe, puisque nous nous trompons tout le temps. Comme vous savez, la science, par exemple, c'est l'histoire des erreurs humaines. Nous n'arrêtons pas de découvrir que nous nous trompions, et donc on progresse en corrigeant nos comportements, nos pensées, en fonction des erreurs détectées. Et donc c'est très important de nous confronter à la contradiction pour progresser. Parce que c'est par la contradiction qu'on s'aperçoit qu'on se trompait sur un point, sur un autre. Et il me semble que la critique que je fais du gouvernement représentatif, qui est un peu vitriolée, je reconnais, mais qui est quand même très argumentée,
mériterait d'être mis en débat public, c'est-à-dire qu'on devrait pouvoir échanger dans les journaux, sur les télés, dans des débats en direct, quoi, avec un défenseur du gouvernement représentatif et puis un critique du gouvernement représentatif pour qu'on voit un peu quels sont les arguments de part et d'autre, et nous n'arrivons pas à voir ça. Aujourd'hui, à la télé, dans les journaux, nous n'avons que des défenseurs du gouvernement représentatif qui font semblant de se disputer entre eux, enfin qui se disputent sur des détails, quoi, hein, mais l'essentiel n'est jamais remis en cause. L'impuissance populaire n'est jamais remise en cause. Jamais. Elle est prise comme un acquis intangible par tous ces voleurs de parole, tous ces gens qui me traitent de fascistes, là, qui sont, je sais pas, et de confusionnistes, je ne sais quelle autre fadaise, tous ces gens comme Couturier, Geoffrin, tous ceux qui tiennent le crachoir et qui le monopolisent, et qui disent de moi que je suis un fasciste, c'est quand même une extravagance, alors que je défends une vraie démocratie, qui ne me laissent pas me défendre, ils sont incapables d'organiser un débat. Je me demande si c'est pas simplement parce qu'ils ont les jetons, quoi. Ils ont peur, ils ne sont pas capables d'argumenter. Il n'y a pas d'argument solide, quoi. Alors, peut-être que je suis prétentieux, là, hein, parce que sûrement il va y avoir des arguments solides auxquels je n'ai pas pensé. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr que je peux me tromper. Mais c'est quand même exagéré de tenir à l'écart des gens qui réfléchissent un peu sérieusement, quoi. Bon, on peut se tromper, mais enfin quand même on se donne du mal, donc ça mériterait de pouvoir débattre, de nous tenir à l'écart alors que c'est si important. Si les multinationales aujourd'hui arrivent à polluer de façon totalement impunie, mais polluer mais dans des proportions presque infinies, ils sont en train de saloper la planète, mais dans des proportions... Je ne vous fais pas un dessin, vous savez très bien. S'ils arrivent à le faire impunément, c'est parce qu'ils ont pour eux une procédure qui leur permet d'acheter les gouvernements. L'élection donne le pouvoir aux plus riches, c'est-à-dire aux multinationales et aux banques. Les multinationales et les banques, ils achètent les gouvernements partout sur Terre grâce à l'élection. L'élection parmi des candidats qu'on peut aider, Si on peut aider, celui qui a les moyens d'aider va gagner. Un enfant comprend ça. Mais les éditocrates, ceux qui font les éditos tous les matins, ils ne veulent pas qu'on en parle de ça. Je ne comprends pas ça. Je ne peux pas croire qu'ils soient tous de mauvaise foi, des voleurs de pouvoir. Il y en a bien là-dedans qui sont quand même honnêtes et qui disent de moi tant de mal simplement parce qu'ils ne savent pas ce que je dis, quoi. Ils ne savent pas ce que je fais. Et puis ils vont percuter un jour et on va quand même avoir des débats là-dessus. En tout cas, les gilets jaunes comprennent bien. Je vais vous dire ça, eux, ils percutent plus vite, comme les gens que je rencontre dans le train. Je ne parle pas qu'aux gens qui viennent aux conférences, hein. C'est vrai qu'on pourrait penser que les gens qui viennent aux conférences, ils sont déjà un peu convaincus, et je parle à des convaincus, et c'est un côté secte là. Mais quand je parle à des gens que je rencontre dans le train par hasard, je vais à Bordeaux, j'ai 7 heures de train. Le gars qui est assis à côté de moi, il ne sait pas que bientôt il va être constituant. Ça marche à tous les coups. Ça marche à tous les coups. Alors je reviens à mes gilets jaunes, mes chers gilets jaunes, parce que en fait, ce qui est épatant, c'est qu'il y a plein de traits caractéristiques de ces gens-là qui confirment ce sur quoi je me bagarre depuis 15 ans. Ils se mettent ensemble sans faire attention au drapeau politique. Ils sortent de chez eux. C'est super important ça. Ils sortent de chez eux. Ils sont heureux de fraterniser. Ils font la fête, mais c'est génial ce qui se passe sur les ronds-points. Là, il y a un rond-point qui s'appelle Saint-Isidore à Nice. J'y suis allé avant-hier. Et malheureusement, il était fermé, il s'est fait chasser par la police. Et j'ai vu les images. Non, sans déconner, c'est super. C'est vraiment super l'ambiance qu'il y avait sur ces ronds-points. Ces gens-là refont société. J'avais été à Saint-Clair-du-Rhône aussi. Mais partout, en fait. À la Pont de l'Étoile, à la Barque. C'est épatant, partout. Partout. Donc ces gens-là sortent de chez eux, refont société. Et ils sont extrêmement défiants. Ils ont une méfiance
excessive probablement, mais très saine, de toute forme de représentation. Ça fait des dizaines d'années qu'on leur ment, que les aspirants à la représentation, les candidats à la représentation, leur racontent 1000 bobards pour être élus, et une fois élus, font le contraire de ce qu'ils avaient promis. Il y en a marre des représentants. Ils arrivent sur les ronds-points avec une exaspération. Ils ne veulent plus de représentants. Alors ça, c'est très simple pour entamer un processus constituant. C'est très simple. Pour démarrer, parfait. Une vigilance, une méfiance. Ça ne pourra pas durer tout le temps, mais c'est très bien pour commencer, pour comprendre un processus constituant.